Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre du lancement de ce colloque lié à la chaire ressources. Alors, j'ai cru comprendre que ce premier colloque s'inscrivait comme un élément marqueur dans le cadre des réseaux pédagogiques des écoles d'architecture, puisqu'il est particulièrement lié au réseau INSA-ECO. Je crois qu'un mot sera dit après. Également au réseau Ressources pour habiter le 21e siècle et au réseau Architecture et territoires des mondes tropicaux. Et je crois d'ailleurs que les colloques à venir sont déjà en cours de réflexion. Alors, à noter que l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse est très représentée et très présente dans l'ensemble de ces réseaux pédagogiques, et on s'en réjouit, avec également des présences dans le réseau architecture contemporaine numérique ACN et également dans le réseau Perspectives rurales. Alors, la question des ressources qui va vous animer sur ces 2 jours est une question qui est plus que jamais d'actualité. C'est une question qui est très présente dans le cadre des études en architecture. L'exposition actuellement présente au CAE en témoigne à ce titre assez bien. Elle montre aussi la manière dont Elle montre aussi la manière dont la recherche est à même d'alimenter et de nourrir la formation initiale en architecture, et à ce titre est assez exemplaire. Et je suis vraiment heureuse des débats et réflexions qui se tiendront pour les 2 journées à venir. Donc je vous remercie pour l'organisation du moment d'échange, le fait de donner un cadre à toutes ces réflexions. Et je laisse la parole à Philippe Villien. Bonjour à tous, puisqu'on doit avoir une parité, j'espère. Donc c'est une chose importante. Donc Philippe Villien, architecte, urbaniste, paysagiste, enseignant dans une école d'architecture, donc fonctionnaire depuis de nombreuses décennies, et praticien aussi, donc, et chercheur. Donc, mais ça, c'est la toile de fond. Je suis là surtout au titre, le double titre, on va dire, au titre du fait d'être co-responsable scientifique d'un réseau RSPA, je vais l'expliquer un petit peu, réseau scientifique et pédagogique et scientifique pour l'architecture. Et donc, je vais un peu faire une sorte de premier sondage pour comprendre et ajuster mon discours. Qui est étudiant dans cette salle? Donc on a quand même une bonne proportion. Étudiants au sens large, et les doctorants sur cette proportion, aussi énormément de futurs docteurs, ça va être énorme, y compris Dominique. Donc on a une strate comme ça, vous voyez, de gens qui sont dans cette question de la transmission, de la formation jusqu'au cou, et la question de l'écologie est en rapport avec ça. Qui est-ce qui est enseignant, qui a cette chance à différents titres, avec différentes fiches de paye? Donc pas mal, il y a même des doctorants enseignants qui cumulent. Et donc, est-ce qu'il y a des professionnels? Alors ça, c'est un terme très large, mais alors, un peu moins, hein? Ah, oui, c'est vrai. Donc voilà, donc on a une palette, je ne sais pas, on peut continuer comme ça, mais c'est intéressant. Donc cette histoire de réseau ENSA-ECO, puisque c'est le nom de code, ENSA comme les écoles nationales d'architecture, 21 avec La Réunion, hein, 22 avec l'ESA, 23 avec Strasbourg, qui fait aussi, on sait, voilà, deux dizaines d'écoles. Hein, et avec dedans, donc 2000 enseignants, 15 000 étudiants et beaucoup aussi d'administratifs. Ce ne sont qu'un microcosme à l'échelle des 65 millions ou 6 millions ou 70 millions de Français. Donc on est très très peu. Et donc ce réseau-là, c'est encore moins, c'est les écolos des écoles d'architecture. Donc on va dire qu'on s'adresse vraiment à un microcosme. Mais ce microcosme, il est pluriel. On vient de le démontrer, parce qu'il travaille avec toutes ces composantes que réunit cette salle. Et donc, je dois dresser une trajectoire, parce que l'écologie, moi je ne dis pas, c'est pas la transition écologique, c'est l'écologie, en fait, c'est-à-dire à la fois le côté écologie politique, écologie scientifique, on va dire, globalement, aussi bien l'environnemental que le strictement matériel, qui est souvent attribué, comme le carbone, etc. Donc c'est un spectre large.
Et donc ce réseau, il est né dans la dynamique d'anciennes. Dominique Gozin-Muller avait beaucoup participé dans les années du début du siècle, quoi, si on peut dire 2005-2009, la première décennie s'est constituée par une série de rencontres. Et à la suite de ça, il y a eu la COP 21, qui est quand même parmi les COP une de celles qui a produit quelque chose. Hein. On sait que c'est pas facile pour eux. En tout cas, il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est que cette COP 21 2015 a engendré petit à petit dans la tête du ministère de mettre des moyens et de s'appuyer sur des enseignants et un peu moins d'étudiants pour fabriquer un réseau, c'est-à-dire une force d'influence, un réseau c'est ça, et un endroit où on peut thésauriser, valoriser des actions qui sont déjà sur le terrain et on peut aussi réfléchir en commun. Donc on a donc cette ancienneté, on va dire, et au fil des années, on va dire qu'il y a mettons 50 actifs et 200 personnes autour, des sympathisants très, très proches, ça constitue quand même pas mal d'actions qu'on peut retrouver dans différents endroits. Donc ça, on a donc une ancienneté par rapport à une nouveauté, les RSPA. Alors, la recherche dans les ENSA est structurée, pour le moment, avec des laboratoires, hein, dans chaque école, et des chaires. Aujourd'hui, c'est une chaire qui nous invite. Donc, et le ministère avait toute une collection, on va dire, de réseaux plus ou moins puissants, forts ou très faibles, des réseaux pédagogiques ou des réseaux scientifiques ou des réseaux thématiques. Et ça a été réuni, on va dire, par un appel d'offres plus ou moins compliqué qui nous a fait perdre pratiquement un an, hein, l'année 2024. Malheureusement, c'est un peu une concession à la bureaucratie, parce que la tutelle a voulu créer, je parle sous aucun contrôle, c'est à mon nom propre que je dis ça, une sorte de nouvelle catégorie dans cet univers de la recherche qui s'appelle les RSPA, Réseaux Scientifiques Pédagogiques pour l'architecture. Donc ces RSPA, ils sont un peu, comment dirais-je, à géométrie variable, à moyens différenciés. Et donc, mais il y a une sorte de label qui s'installe petit à petit. Donc c'est une nouveauté dans le paysage de la recherche, mais aussi de ce qui se passe entre les ENSA. Parce que vous savez que c'est très important déjà d'arrêter d'être uniquement vertical. Chaque ENSA avec sa tutelle dans une chose comme ça, il faut aussi que ça se passe par région, par biorégion, que ça se passe par climat, que ça se passe par les terrains locaux, etc. Et ça, c'est pas du tout en place encore dans nos ENSA. Les réseaux peuvent servir à ça, à faire atterrir les écoles encore plus dans leur territoire. Et donc je pense que ce côté-là, justement, dans la chaire que vous portez, est très, très, très présent. Donc les RSPA, donc j'insiste un peu là-dessus, donc sont une façon de voir au moins sur 3 ans, ce qui est nouveau, qui est une chose un peu plus dans une perspective, on va dire, de chaire ou de labo. C'est-à-dire on voit sur plusieurs années qu'est-ce qu'on peut déployer. On peut avoir des collaborations scientifiques entre chaque réseau de manière bilatérale, par exemple avec le réseau Ressources XXe siècle, avec le réseau des mondes tropicaux, avec d'autres réseaux. Donc il va y avoir beaucoup de bilatéral. Et puis, moi je souhaite qu'il y ait aussi une sorte de coordination un peu de ces réseaux entre eux, qui sera une nouveauté parce qu'on échappera aux effets un peu compliqués de tribus qui est installée dans le monde de la recherche, qui est très sectorisé, fractionné, hein, et donc qui est complexe finalement pour faire bouger les lignes. Donc sur des sujets urgents comme les nôtres en écologie. Donc voilà, RSP1. Sur la question plus précise maintenant, donc pourquoi est-ce que je représente ce réseau-là et puis le chercheur, la question des ressources, moi j'ai l'impression, vu la fréquence, il faudrait l'étudier, d'usage de ce mot dans notre univers, celui que vous représentez, on commence à avoir affaire à une notion très polysémique, très large, extrêmement incontournable, mais qu'il va falloir essayer d'articuler peut-être de manière commune, et donc d'essayer de trouver une géographie de ce qu'on appelle ressources, quoi, dans notre univers des écoles, hein, des recherches. Et c'est en ce sens-là que moi je suis très curieux de savoir, puisqu'on a déjà réfléchi, proposé des choses sur ces partitions, on va dire, possibles, sous-partitions, catégories, notions, comme vous voulez, sur la question des ressources. Et comme tout ça est en plein déploiement et est plutôt une ligne forte de bascule et de bifurcation, par rapport à d'autres signaux plus faibles, hein, plus ténus, cette question de la ressource demande à une réflexion collective
en assemblant les regards de chacun, les travaux de chacun, de recherche ou de mise en œuvre, et à partir de ça, d'essayer de peut-être s'entendre sur qu'est-ce qu'on appelle quoi, finalement, entre ces deux grands pôles, qui est d'un côté la question énergétique, la question de la puissance, du watt, on va dire, voilà, ce qui fait bouger les choses, hein, ce dont on a besoin. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a besoin d'électricité pour se réunir, ce qui est complètement débile, parce qu'il suffirait d'avoir la lumière du jour. Hein, donc on est dans une aberration, hein, ici. On pourrait éteindre la lumière et s'entendre aussi bien. Donc, en fait, on a un problème énergétique grave, et qui ne peut plus durer. Et de l'autre côté, on a un gros problème de climat, donc de carbone, donc de matière grise, d'énergie grise, etc. C'est cette question de l'autre côté du pôle carbone, on va dire, avec tout, et puis le reste qui va avec. Donc cette empreinte environnementale globale, et cette question du climat, et cette question de réatterrir dans des terrains avec des extractions et des régénérations, de la compensation, et essayer d'inventer une architecture régénérative, par exemple. Donc on a un peu ces deux pôles, que la notion de ressources, pour moi, je pose une hypothèse pour le départ, se réunissent, et c'est très intéressant de voir tout ce qui va s'assembler pendant ces 2 jours pour voir si finalement on arrive à y voir clair dans ce continuum que moi je pense qu'il faut essayer de rendre plus lisible. Rémi. Merci Philippe. Oui, effectivement, donc, le mot ressources apparaît beaucoup dans ces journées. Ça apparaît beaucoup aussi, enfin, c'est l'intitulé de notre chaire, c'est Ressources, Transition, Innovation, qui a été créé en 2020, juste avant un petit événement qui a tout arrêté pendant plusieurs mois. Donc ça ne nous a pas aidé au moment du démarrage, mais voilà, elle existe toujours, et elle a pour objectif donc de réunir les industriels, les artisans, ceux qui sont dans le savoir-faire, ceux qui produisent de la matière, notamment ceux qui produisent de la matière géobiosourcée. Et donc le premier travail de cette chaire, ça a été d'inventorier les ressources locales, disponibles, oubliées, accessibles, pour autant que l'on veuille bien organiser et promouvoir les filières. Donc avec des exercices avec les étudiants, tant sur la création que sur le patrimoine, on a œuvré dans ce sens. L'innovation architecturale par le développement d'une culture constructive des savoir-faire sur un territoire midi-toulousain un peu élargi. Alors bon, avec la région Occitanie, ça a rendu les choses un peu complexes parce que ça allait loin, donc on est resté dans un cadre d'inventaire plutôt sur le midi-toulousain. Une pensée environnementaliste qui était au cœur des préoccupations de cette chaire, sur les transitions à la fois écologiques, énergétiques, sociales et culturelles, à toutes les échelles architecturales et territoriales. Et enfin, 4e point, c'était le patrimoine comme modèle de développement durable, où on essayait de voir effectivement de partir de l'existant, du réemploi, mais aussi d'aller analyser des modes de mise en œuvre sur des bâtiments existants, du monument historique jusqu'à une architecture vernaculaire qui utilisait ces matériaux géobiosourcés. Donc en bientôt 5 ans d'existence, alors c'est bien parce que Philippe a annoncé effectivement que les chaires vues depuis le ministère étaient finies, mais en fait c'est pas exactement comme ça qu'il faut le dire. Il faut dire que normalement elles ont pris leur indépendance et qu'elles vivent seules aujourd'hui, adossées aux écoles, adossées aux laboratoires de recherche et adossées aux partenaires industriels, institutionnels qui sont dans le réseau. Donc en 5 ans, la chaire aura travaillé sous une forme d'inventaire des ressources et d'exploitation de matériaux locaux biosourcés, bois des Pyrénées, montagnes noires, pierres du Tarn et du Lot, terre crue et cuite du Midi toulousain, en tentant d'articuler cela avec les ateliers de master et des ouvertures sur le doctorat. Beaucoup de thèses ont été orientées dans ce sens. Je vais citer comme action notable
Tocatiera, Nathalie Tourné qui est là pourrait en parler, qui depuis 7 ans met à l'honneur un matériau géobiosourcé dans un workshop avec les premières années. Cette année, c'est la terre qui revient avec la matière en grains qui sont mises à l'honneur. Ensuite, l'enseignement de la pensée constructive en master qui développe les aspects méthodologiques de prise en compte de la matière en architecture au travers différents ateliers de projets dédiés à l'exploitation des ressources locales. Ateliers du détail, d'investigation, de leur mise en œuvre et de cours magistraux pour éclairer la pensée de la matière dans le processus de projet. Agnès Blondin a cité l'exposition qui a lieu là en ce moment au CAUE, qu'on vous invite tous à aller voir, mais on est aussi en lien, par exemple, sur des thèses avec le CAUE 32 qui vient de cofinancer avec le ministère de la Culture un contrat doctoral sur la transformation des silos agricoles céréaliers dans un cadre de transition sur le département du Gers. L'ANA, toujours avec le ministère de la Culture, cofinance une recherche sur la redynamisation des centres-bourgs par le logement, où la question de la matière sera cruciale. L'ADEME, enfin, finance une thèse sur la question du réemploi autour de solutions circulaires et réversibles. Ça, c'est juste pour citer 3 exemples de nouvelles thèses, mais on a plus de 40 thèses aujourd'hui suivies au LRA. Toutes ne portent pas sur ces questions, mais une bonne partie ont cette orientation. Au niveau recherche, notre laboratoire là, vient d'emporter un projet qui s'appelle Teresa, qui porte, c'est sur 4 ans, et qui travaille sur l'histoire des techniques de restauration et de réemploi des constructions en briques de terre cuite en Occitanie sur la longue durée de la Renaissance à nos jours. C'est tant dans ce qui porte sur les monuments historiques, mais plus largement sur le réemploi et la restauration des bâtiments en terre cuite. Parallèlement donc à la chaire qui promeut le contact avec industriels et institutionnels midi-toulousains, le ministère de la Culture vient d'habiliter notre proposition de réseau. Je ne précise pas, Philippe a déjà bien dit les choses. Je rajoute juste le nom exact, c'est Ressources pour habiter le XXIe siècle. Et ça, on le développe avec Marseille, que l'on remercie, parce que c'est eux qui nous ont appelés et qui nous ont incités à construire ce réseau. C'est eux qui sont mandataires, d'ailleurs. J'espère que je ne me trompe pas. Bon, on aura le temps d'en reparler, mais enfin bon, ça c'est un détail administratif, mais ce réseau donc il fonctionne avec ENSAECO et le réseau Architecture et Territoires des Mondes Tropicaux. Donc j'espère, autant la chaire, elle, est dans une ouverture avec le monde midi-toulousain, industriel, institutionnel, autant les réseaux sont plutôt d'orientation pédagogique, d'échange inter-écoles. Donc j'espère que ça sera très fructueux au niveau recherche, au niveau enseignement. On s'y efforcera en tout cas. Pour présenter brièvement l'esprit et les attendus de ce colloque et la façon dont il a été pensé et programmé, on peut souligner que face au contexte climatique qui s'impose à nous et à la responsabilité des architectes, de concevoir et de construire dorénavant des bâtiments à faible impact carbone, il nous a paru important d'interroger et d'explorer la façon dont cette situation va modifier notre façon d'aborder la production architecturale contemporaine et la façon dont ces mutations vont aussi transformer nos façons de concevoir. Dans cette exploration, on s'appuie sur le principe qui est celui d'une chaire partenariale, qui est de créer un débat constructif, un dialogue constructif entre un monde académique, universitaire, et un monde opérationnel, professionnel, pour échanger des expériences et des points de vue, et en extraire une vision un peu plus complexe et un peu plus
lucide de ce qui est en jeu aujourd'hui. Donc, parmi ces différents acteurs de l'acte de bâtir que nous avons sollicités pour ce colloque, on trouve des gestionnaires de ressources locales, des artisans de valorisation des savoir-faire, des exploitants de ressources, des fabricants de matériaux, des maîtres d'œuvre, architectes et ingénieurs, des enseignants, des chercheurs et des collectivités publiques. Donc c'est avec cet éventail de toutes les approches et de tous les regards de ce qui induit sur notre territoire une façon de produire une architecture qu'on va essayer d'élucider ce dont parlait Philippe Villien il y a un instant, ce côté multiforme de ce que recouvre la notion de ressources et essayer de comprendre ou de faire émerger quels sont réellement les courants d'idées, de pensée et d'action qui traversent cette réalité-là. Alors, dans cette confrontation de points de vue, pour éviter de dépasser les débats manichéens du pour ou contre qui traversent la profession actuellement, sur oui ou non les matériaux biosourcés, oui ou non tout un tas d'autres sujets qui sont derrière ces notions-là, nous avons décidé d'avoir une démarche que je pourrais nommer de plus scientifique, en essayant de faire une mise à plat de toutes les thématiques qui sont contenues derrière ces notions du bas carbone et d'essayer d'explorer cette mutation nécessaire vers une architecture bas carbone en les déployant sur 4 grandes thématiques que nous avons commencé à distinguer. Certainement qu'à l'issue de ce colloque, on se rendra compte qu'il y en a d'autres et qu'il y a des sous-catégories, mais c'est un premier effort de classification des données. Donc une première thématique qui sera la question de la mobilisation des techniques et des savoir-faire dans l'usage des matériaux premiers, des matériaux donc bas carbone, et de savoir s'il existe une permanence, s'il y a réellement une existence de cette permanence et de quelle façon elle est véhiculée et transmise. Ensuite, il y a une deuxième thématique qui est celle de la possibilité d'une régénération économique et sociale d'un territoire à partir du moment où il exploite de manière intensive ses propres ressources locales. La troisième thématique que nous avons extraite de cette analyse des questionnements, c'est quelles sont les conditions d'un développement raisonné des filières locales par l'innovation et l'expérimentation. Et on sait qu'on a un vrai débat de fond actuellement sur la permanence des savoir-faire artisanaux ou au contraire un développement vers la préfabrication et l'industrialisation. Et ça, c'est un débat de fond qui sera donc abordé de manière concrète au sein de ce colloque. Et enfin, le dernier thème, c'est celui de l'évolution des typologies architecturales et des façons d'habiter notre monde confronté aux extrêmes climatiques. Voilà, ces 4 grandes catégories de questionnement ont fait l'objet des 4 tables rondes que vous avez vues dans le programme et qui vont se dérouler sur les 2 jours qui viennent. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter des débats passionnants et constructifs. Merci.